Alors, Faisal, je voulais juste attirer ton attention que M. Jean-Pierre Raffarin, donc ancien Premier ministre français, est d'abord et avant tout un grand communicant devant l'Éternel. Et il s'était, comment je vais dire ça, distingué par une phrase qui est restée très connue. Il avait dit à un moment, parlant de la situation économique en France, que la route était droite, je crois, mais que la pente était forte. Alors je ne sais pas si ce terme, cette phrase s'applique à la Tunisie. La pente est forte, monsieur le Premier ministre, en Tunisie aussi, ça je peux vous l'assurer. Mais je me demande si la route est droite ou si elle est encore plus sinueuse qu'elle ne l'était en France. Faisal, à toi la parole. Merci, Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, Messieurs les ministres, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, en mon nom, au nom du comité directeur de l'IACE, de souhaiter la bienvenue à tous nos invités, de souhaiter la bienvenue à nos invités venus d'ailleurs, plus particulièrement à M. Ritzel, M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et ami de l'IACE, fidèle à nos manifestations, à nos journées. On a pris l'habitude de le rencontrer et on le remercie pour sa fidélité. Et je vais lui dire ce qu'il avait dit à M. Louira il y a 6 ans, le 12 décembre 2009, il lui a dit: la fidélité est la forme supérieure de l'honneur. Merci pour votre visite et merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation, aussi bien pour participer à notre premier forum, le Tunisien Forum économique, que pour fêter avec nous, partager avec nous la joie de fêter le 30e anniversaire de cet institut. Donc, nous démarrons les travaux du 4e panel de cette première édition de notre forum et j'ai l'honneur et le plaisir de modérer ce panel ayant pour thème ou portant sur le financement des réformes. Nous débattrons de ce thème avec la participation d'éminentes personnalités que je ne vais pas présenter, de CV tout d'abord parce que si je vais présenter les CV des participants, ça va me demander la moitié du temps alloué à ce panel. Ensuite, c'est des personnalités qui sont connues, très connues du grand public. Je vais m'y limiter, me contenter de le nommer uniquement. Donc, nous avons Sia Abdallah Ali Dardani, secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale. Monsieur Hakim Ben Hamoud, ancien ministre de l'économie et des finances. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français et ami de l'IACE surtout. Sijalou Ayed, ancien ministre des finances. Et monsieur Joe Ritzel, ancien ministre de l'Éducation et ancien vice-président de la Banque mondiale. Quant à moi, je vais me limiter à assurer le modérateur, à assurer le coaching en quelque sorte, l'accompagnement, poser des questions, orienter un petit peu le débat, sans pour autant avoir une position très précise sur le contenu du débat. Donc, si vous permettez, on va s'organiser de la manière suivante. Je vais introduire le débat, la problématique de la réforme, du financement de la réforme, en rapport avec ce qui a été débattu ce matin. Nous avons déjà jusqu'à maintenant tenu 3 panels qui avaient débattu en long et en large
de la problématique des réformes, de la méthodologie, de la gouvernance, des axes de réforme, des axes qui sont prioritaires, pour rappeler un tout petit peu à ceux qui viennent de se joindre à nous ce que nous avons débattu lors des précédents panels. Ensuite, on va engager le débat autour de la problématique centrale qui est au cœur de la problématique des réformes qui sont engagées. Et comme à l'accoutumée des journées de l'entreprise, nous allons avoir tous ensemble le plaisir d'écouter le discours qu'on a eu l'habitude d'écouter le samedi, fin de matinée, de la bouche de M. Jean-Pierre Raffarin, un discours que nous attendions avec beaucoup de patience et que nous écoutions avec beaucoup d'attention. Donc, ça sera le discours de clôture, après avoir fait un tour d'horizon autour de la problématique du financement des réformes, ça sera le discours de clôture. Bon, c'était le cas pendant les journées de l'entreprise de samedi, vers midi, un discours qu'on attendait avec beaucoup de patience. Donc, on va écouter ce discours-là après avoir fait un tour d'horizon et écouter les différents panélistes. Donc, sans plus tarder, je voudrais revenir sur des questions cruciales qui ont été débattues au cours des séances des panels de ce matin et du panel de tout à l'heure, à savoir la priorité en quelque sorte des réformes, et l'accent a été mis sur la prééminence en quelque sorte, le tour de faveur, si le terme convient, de la réforme du secteur bancaire et financier. Le secteur bancaire et financier a cette priorité en quelque sorte, avec une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, à savoir la revue, la refonte, disons la réflexion qui devrait être engagée et des débuts de solutions pour la caisse de compensation. Une fenêtre d'opportunité selon ce qui a été développé et précisé dans le livre blanc qu'on vient d'éditer, eu égard à la baisse du prix du baril qui a passé de 95 € tel que fixé au niveau de notre projet de loi de finances à actuellement un peu moins que 50 €. Donc, selon l'appellation ou le terme utilisé dans ce livre blanc, il s'agit d'une fenêtre d'opportunité qui va nous permettre d'engager la réflexion sur cette question. Dollars. 50 $. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Oh, je parle dans la banque. Vous faites la conversion. Bon, j'ai cru que c'est des dinars. Si c'est des dinars, c'est un problème. Mais les dollars, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est bon, de 95 à 50 $. Lorsque l'on sait que la réforme ou la recapitalisation des 3 banques publiques, telle que fixée par la loi de finances, qui n'a pas été votée d'ailleurs par l'ANC, l'enveloppe totale est de l'ordre de 1,3 milliard de dinars. Le 1,3 n'a pas été voté. Je me sais que le match qui est voté. 1,3 ça a été voté. 1,3 de toutes les manières. De toutes les manières, 1,3 milliard de dinars. 1,3 milliard de dinars sur la base de ratios qui sont aujourd'hui dépassés. Parce que les 1,3 milliard de dinars ont été fixés sur la base d'un ratio Cook variant entre 8 et 9%. Aujourd'hui, les nouvelles exigences de la Banque centrale fixent le ratio Cook à 10% et par conséquent, on va être à 1,5 milliard de dinars. 1,5 milliard de dinars plus en moyenne 3 milliards de dinars pour restructurer certaines entreprises publiques, on est à 5 milliards de dinars. 5 milliards de dinars, c'est du 6% du PIB, 5 milliards de dinars avec un budget super serré et super étriqué. Nous voyons l'exécution du budget à fin décembre tel que publié par le ministère des Finances, 27 milliards de dinars de budget total à la fin de l'année 2014, des ressources propres de 20 milliards de dinars, des emprunts pour 7 milliards de dinars, des ressources propres qui sont représentées à hauteur de 93%
6% par des recettes fiscales qu'on ne peut plus augmenter parce que nous avons atteint le plafond de la pression fiscale à 22,6%. L'endettement, on ne peut pas l'augmenter non plus. Le déficit budgétaire, contrairement à ce que vient de dire la représentante du FMI, il est de 5%, exactement 4,9%, et non pas de 3,5%. D'où on va pouvoir financer les réformes? C'est ça la question. Et c'est ça la problématique aujourd'hui de notre panel. Comment on va pouvoir financer les réformes? L'enveloppe, rien qu'en parlant du secteur bancaire, 1,5 milliard de dinars, les entreprises publiques, les sociétés de transport, Tunisien, les SNCFT, c'est dans 3,5. Ça fait 5, d'où on va pouvoir, et comment, c'est ça la problématique centrale. Comment on va pouvoir financer cette enveloppe-là, rien que pour le secteur bancaire et quelques entreprises publiques. Donc je commence par Sehati. Fraîchement de l'ANC qui a voté les 1,3, ça va que ça n'a pas été voté par l'ANC. Amatini, votre lecture, Monsieur le ministre, votre lecture de la contrainte budgétaire pour financer, et est-ce qu'il y a d'autres solutions à part la solution financement public? Merci. Merci en tout cas. Je voulais, dans un premier temps, c'est vrai que vous avez raison sur une chose, c'est que la loi de finances, les trois lois de finances, en fait, celle qui a été la loi de finances de 2013, loi de finances 2014, la loi de finances de 2015, ont prévu les 1,3 milliard. Mais vous avez raison, ils les ont votés, avec beaucoup de difficultés pour celle de 2015, pour les 300 millions de dinars, je pense. Une nouvelle majorité, il fallait vraiment passer un peu plus de temps pour expliquer l'importance de la recapitalisation, en l'occurrence de la BNA. Mais vous avez raison sur une chose, c'est que l'utilisation par le gouvernement de ces 1,3 milliard de dollars suscite, ou exige, pardon, l'aval du Parlement sur le plan de restructuration. Donc les montants ont été alloués, elles ont été votées, mais seulement l'usage de ces sommes doit faire l'objet d'une nouvelle adoption par l'Assemblée des élus, par l'Assemblée des élus du peuple. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement doit présenter les plans de restructuration, ce que nous avons fait pour deux banques, pour la STB et pour l'ABH, mais ce qui reste à faire également pour la BNA. Donc c'est vrai, le processus, le principe des sommes ont été allouées, ceci étant, l'usage de ce montant dans la recapitalisation exige encore un retour devant l'Assemblée pour véritablement, chose sur laquelle moi j'étais assez d'accord. Il y a je pense, on en discutait souvent avec le PDG de la BNA et les autres PDG de banque, Marci Jaafar et les autres. C'est-à-dire, il y a une volonté aujourd'hui de la part des élus du peuple pour savoir que cette fois-ci c'est la bonne. On ne reviendra pas dans 2 ou 3 ans pour demander une nouvelle recapitalisation. Et donc il y a un droit de regard qui est assez important, qui est assez fort sur les plans de restructuration. Je reviens maintenant à la question. Premièrement, 3 points très rapidement. Le premier, je voudrais féliciter Sidi Ahmed Bouskan, d'ACE, pour l'organisation de cette journée. Je pense que c'est une journée qui a été riche en débat, en échange. Et je pense elle a regroupé. D'abord, ensuite, vous féliciter aussi pour la qualité du document. Parce que moi, je l'ai reçu hier soir, j'ai eu le temps de le lire rapidement hier soir. Et je trouve que c'est un document de qualité. Et je tiens à féliciter les collègues qui l'ont rédigé. Donc c'est véritablement, je pense que c'est un document qui pourrait être un document référence dans le travail, en tout cas dans la réflexion dans notre pays sur les réformes. Donc c'est un travail qui est très important. Mais au-delà, je pense, de documents, c'est aussi l'idée de cette réunion. Parce que on en parlait ce matin des expériences des autres pays dans la mise en place des réformes, dans la difficulté, je dirais, de ces changements et de politique publique et d'institutions qui, la définition des réformes. Et ce qui ressort aussi des expériences des autres pays, des expériences comparatives, c'est un petit peu l'importance des réformateurs, le rôle que jouent les réformateurs
dans un pays pour maintenir la pression sur les réformes, qu'ils soient dans des partis politiques, qu'ils soient des personnalités, je pense, indépendantes, qu'ils soient des journalistes. Il y a cette alliance, je pense, large des réformateurs dans un pays qui est importante, je pense, pour maintenir la pression, maintenir la cadence des réformes. Et je pense que notre réunion d'aujourd'hui, le document qui a été fait, la poursuite de cette réflexion est essentielle et nécessaire pour, je dirais, pour maintenir, pour conduire les réformes. Parce que jusque-là, je pense que le rôle de l'exécution des réformes était le rôle des pouvoirs publics. Et je pense que ce n'est pas assez, même du temps de notre gouvernement. Je pense que ce n'est pas assez. Je pense que c'est important qu'il y ait aussi une pression pour les réformes. Je crois qu'il y a des pressions fortes pour ne pas faire les réformes. Des pressions fortes de tout part. Ravi Medem aujourd'hui a parlé des pressions que nous avons eues sur la mise en place, par exemple, de l'AMC et bien d'autres réformes. Ma collègue Nejla Harouche est là sur la caisse de compensation. Et il y a vraiment une forte mobilisation pour ne pas faire les réformes. Donc d'où l'importance, je pense, que cette alliance large comment dire, de personnalités, de partis, d'institutions qui sont pour les réformes s'exprime et s'exprime de manière un peu plus forte. Mon deuxième point, c'est sur, bien évidemment, sur les réformes. Beaucoup de choses ont été dites ce matin et effectivement, on revient à un des problèmes des réformes, c'est le coût, c'est le financement. Si Moustapha, à juste titre, ce matin, a parlé du manque d'études sur l'impact ou le coût des réformes, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, passé 25 ans de ma vie à faire des études d'impact, donc charité bien ordonnée, on a fait quelques-unes sur au moins deux secteurs qui sont la réforme fiscale et la réforme bancaire. Donc, rappelle les chiffres qui ont été faits. Mais ce n'est pas assez. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est important. Et c'est important que ce ne soit pas seulement le temps pressé. On n'avait qu'une année. Il faut que ces études aillent plus loin et prennent en considération tout l'aspect de l'économie politique, des réformes, les couches sociales, etc. Moi, on s'est limité un petit peu sur le coût financier. C'est-à-dire combien ça va coûter et combien ça va coûter à l'État. Et bien évidemment, c'est sans surprise. C'est-à-dire, on ne fait pas de réforme sans rien. C'est-à-dire, il faut énormément d'argent. Et puis, on a parlé des réformes bancaires. Les estimations sur les réformes bancaires, Jacques et les autres PDG me corrigeront, mais je pense qu'il n'y aura pas de changement sur le montant des recapitalisations. 1,3. Et encore, hein, c'est vraiment 1,3 si les actionnaires privés ne suivent pas. Mais ce n'est pas seulement la réforme bancaire, le coût de la réforme bancaire, ce n'est pas seulement la recapitalisation, c'est beaucoup d'autres choses. Donc c'est un coût qui est très important. Donc je pense que véritablement, un des aspects qui fait peur, un des aspects qui inquiète, c'est l'impact financier ou le coût financier des réformes. Où trouver l'argent? Comment le financer? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, du point de vue de l'opinion publique, justifier de mettre 500 millions de dinars pour recapitaliser une banque publique, avec toute la discussion aujourd'hui, le débat parfois un peu virulent sur la corruption, sur un certain nombre de choses, sur le fait que l'argent public, et notamment l'argent des banques, a été utilisé par, avant 2011 pour des financements, en fait, des financements d'investissement qui n'étaient pas... Donc c'est un vrai problème. Comment financer les réformes, comment les mettre en œuvre et comment essayer de développer ce financement. Troisième point, très rapidement, c'est qu'est-ce que nous, on a essayé de faire. Moi, on a regardé un peu les expériences des autres pays, et il y a des pays où, véritablement, c'est les institutions internationales qui ont financé les réformes, soit à travers un appui budgétaire directement dans le budget de l'État, un appui direct à des secteurs, hein, secteur bancaire, secteur de l'éducation ou d'autres secteurs. Donc, il y a les expériences d'autres pays qui ont essayé véritablement de financer par leurs propres forces, par leurs propres ressources, les réformes. L'ensemble de ces réformes, on en connaît. Nous, ce qu'on a essayé de faire, pour aller vite, on a essayé de faire les deux. C'est-à-dire, on a essayé de faire... Chacun des schémas, bien évidemment, a ses limites. Faire financer, je pense, en dépit
l'expérience que nous avons dans les institutions internationales, faire financer les réformes seulement par les institutions multilatérales, les institutions internationales, il y a un avantage, c'est que ce n'est pas un coût sur le budget, mais en même temps, je dirais, c'est un énorme problème parce qu'on n'a pas la maîtrise. Il n'y a pas d'appropriation, l'ownership, c'est-à-dire on a de l'appropriation lorsqu'on s'engage, et on s'engage pas seulement en parole, mais on s'engage à mettre ses ressources. Et le deuxième aspect, c'est véritablement le rythme et le contenu des réformes qui parfois ne correspondent pas à des réalités, qui parfois n'est pas pertinent par rapport aux difficultés et aux enjeux que connaissent nos pays. Deuxième schéma, faire financer par ses propres forces, c'est important. Comme je l'ai dit, les difficultés ou les défis, c'est véritablement d'abord l'enjeu financier, c'est des sommes qui sont très importantes, et particulièrement dans des périodes où, je dirais, la chose la mieux distribuée au monde, c'est les difficultés budgétaires, hein, c'est des uns des plus développés aux moins avancés, et donc c'est des coûts importants. Mais il y a un aspect qui est très important, c'est qu'aussi on se sépare d'une grande expertise internationale. C'est-à-dire le fait que ne compter que sur nos propres ressources, c'est véritablement nous couper de cette expérience internationale qui est importante. C'est-à-dire lorsqu'aujourd'hui on discute avec les experts de la Banque mondiale, avec les experts de la Banque africaine de développement, je vois le collègue de la BEI également, c'est important parce qu'ils nous apportent les expériences d'autres pays. Qu'est-ce qui a marché dans le mouvement de réforme d'autres pays et qu'est-ce qui n'a pas marché et comment véritablement apprendre des leçons des autres. Bien évidemment, la proposition qu'a faite Simon ce matin est pertinente sur le fait qu'à la fin, il faut toujours évaluer la marge des réformes. Donc, les deux schémas, ce que nous avons essayé de faire, c'est véritablement marier les deux. C'est-à-dire essayer de développer nos propres ressources, de mettre en place des ressources internes pour mettre en place les réformes. C'est ce que nous avons fait en termes budgétaires pour la réforme bancaire 1,3. Et notre gouvernement n'est pas le seul. Nous, on a seulement 800 millions. Il y a eu 500 millions avant nous. Donc il y a véritablement une mobilisation des ressources internes pour faire les réformes. Et la mobilisation des ressources internes, elle est importante. Elle est importante parce que on a notre mot à dire dans les séquences des réformes, dans le contenu des réformes et dans le rythme des réformes. Mais en même temps, c'est un engagement. Le fait de mettre de l'argent dans une période difficile, c'est aussi un engagement du gouvernement, des pouvoirs publics, pour mettre en place les réformes. Mais en même temps, je pense à un certain nombre de choses. Nous avons développé un certain nombre de coopérations pour mobiliser aussi des ressources des institutions internationales. Une des initiatives que nous avons faites, c'est le fonds de restructuration bancaire, parce que nous estimons que le 1,3 ne suffira pas pour véritablement restructurer. Il sera peut-être nécessaire pour la recapitalisation, mais pas suffisant pour la restructuration. Et donc, d'où la mise en place d'un fonds de restructuration bancaire, dans lequel, et ça par contre, il n'a pas été voté dans la loi de finances 2015, parce que les députés nouvellement élus voulaient un peu plus de temps pour le réfléchir, etc. Je ne sais pas s'il reviendra dans la loi de finances complémentaire pour 2015, mais en tout cas, c'était une manière pour nous de véritablement mettre les engagements de l'État sous forme de bons de trésor négociés qu'on a développés. Je ne reviendrai pas, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les types de mobilisation de ressources internes que nous avons faites et qui font que, même en mobilisant les ressources, le coût sur le budget de l'État n'est pas aussi important. Donc voilà, très rapidement, je pense que les réformes ont un coût qui est très très important, et je crois que l'engagement des autorités, l'engagement du pays est important, y compris dans le financement des réformes. Mais je crois que c'est important également que ces réformes soient faites financièrement, mais également du point de vue technique, en coopération, en coordination et dans un échange d'égal à égal, contrairement à ce qui se dit. On n'impose plus rien aujourd'hui dans les institutions internationales. La première préoccupation, c'est véritablement l'appropriation par les pays des réformes mises en place. Donc ces conditionnalités, je crois, elles sont négociées. En tout cas, moi, personne ne m'a rien imposé.
Et je crois également, c'est la philosophie qui a changé. L'idée, c'est de discuter ces conditionnalités, discuter ces étapes à mettre en place. Et donc c'est dans ce dialogue, je pense, entre nos préoccupations, entre nos défis et entre des méthodes ou entre des expériences ailleurs que nous pourrons, je dirais, tracer notre chemin et nous pourrons véritablement développer nos réformes et faire en sorte que nos institutions aient l'efficience nécessaire pour porter la croissance. J'étais un peu plus long, c'est pas ça, je m'en excuse. C'est très clair. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour ces précisions, notamment concernant le coût des réformes, le coût de la recapitalisation, 1,3-1,4 milliards de dinars, et en précisant, là je suis parfaitement d'accord, que ce coût serait insuffisant pour restructurer le secteur bancaire, parce qu'aujourd'hui, pour faire baisser le taux de créance classée de ses ennemis actuellement à 9, 10, il nous faut l'équivalent du montant nécessaire pour la recapitalisation des banques, et on va être toujours à la recherche de sources de financement, et puisque nous sommes toujours au niveau des sources de financement, je ne trouve pas mieux, c'est Jalloul Ayed qui va nous parler des sources de financement pour boucler ce schéma de réforme, et particulièrement de certains instruments financiers que nous avons recommandés dans notre livre blanc, les obligations diaspora. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là? Les obligations convertibles contingentes, qu'on appelle COUCOU, bon, c'est une abréviation, mais c'est bien d'ailleurs cette appellation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces outils-là, on les a recommandés au niveau du livre blanc, et on souhaiterait avoir votre lecture et votre avis, Monsieur le Ministre. Merci bien, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on se concentre sur les banques, mais on oublie que la réforme touche l'ensemble du système financier. Et ce que je crains le plus, c'est qu'en se concentrant sur le problème ou sur la restructuration des banques publiques, on oublie l'essentiel. Et un point, enfin, c'est-à-dire un domaine dans lequel on a pris beaucoup de retard, c'est la création même de parler de restructuration d'un vrai système financier au Maroc, un système financier qui englobe non seulement les banques, qui engloberait aussi les investisseurs institutionnels, un système dans lequel il y a un marché des capitaux qui permettrait aux émetteurs privés et publics à faire des émissions pour qu'ils puissent financer des projets à moyen terme et long terme. Comme vous le savez, les banques commerciales ne sont pas réputées donner des crédits à long terme. Il est quand même triste qu'aujourd'hui, en Tunisie, par rapport à notre niveau de développement, on n'a pas encore pu créer un vrai marché de capitaux. Et donc ça aussi, ça fait partie des réformes, c'est-à-dire des choses à créer qui n'existent pas aujourd'hui. On a pris beaucoup de retard là-dessus. Maintenant, pour revenir aux banques, il y a eu une question tout à l'heure sur les fusions des banques et comme étant une solution, etc. Je reviendrai à cela. Je pense que c'est un tout petit peu difficile en Tunisie parce qu'il y a une vraie trichotomie du paysage bancaire tunisien, puisqu'il y a des banques publiques, il y a des banques privées qui sont donc détenues, il y a c'est-à-dire des intérêts des groupes privés, et il y a les banques étrangères. Et donc je pense que c'est là la problématique. Je pense que la Banque centrale est en train d'étudier aujourd'hui une augmentation du minimum de capital des banques, et je pense que c'est peut-être là la solution, mais c'est un sujet qui n'est pas aussi simple que ça. Pour revenir maintenant aux sources de financement, évidemment, ce n'était pas facile, parce que si c'était facile, on aurait trouvé déjà les solutions depuis longtemps. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut commencer par les banques elles-mêmes. Donc, je vais aller étape par étape pour vous décrire un tout petit peu quelles sont les sources. Je ne dis pas que c'est des solutions qui vont s'appliquer à toutes les banques, mais je vais les lister pour vous. Premièrement, les banques aujourd'hui, les banques publiques, ont des actifs qu'elles n'utilisent pas. Le siège d'une banque n'est pas nécessaire à une banque. Elle peut vendre le siège et continuer à opérer. Par une opération de sale-leaseback, elle peut créer, ou le gouvernement peut créer des véhicules qui achèteraient le siège et faire un leaseback à la banque, n'est-ce pas, qu'elle paierait sur une période de leasing de 20 ans. Donc, elle détiendrait toujours l'actif comme actif opérationnel. Mais les murs ou l'immobilier, ce n'est pas fait pour les banques. Et là, on peut déjà dégager quelques centaines de millions de dinars si on faisait ces opérations. Et en plus, on peut même les structurer d'une structure complètement islamique. Si on veut développer le marché islamique, ça c'est tout à fait islamique. Et c'est un moyen très élégant d'ailleurs de créer le compartiment islamique de notre système financier.
En plus de ça, les investisseurs, surtout s'il y a un backing de la part du gouvernement, s'intéresseraient à ce papier, parce que c'est un papier qui va être émis sur le marché. On peut le faire de deux manières, donc soit quand on participe en action dans ce véhicule qui va racheter des actifs, soit par l'émission d'obligations, c'est-à-dire de dettes. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le portefeuille des banques des entreprises, des entreprises immobilières par exemple, qui n'ont rien à voir avec la banque. La banque doit se débarrasser immédiatement, c'est-à-dire selon les meilleures conditions de marché. Et là encore, les banques peuvent dégager assez de cash pour pouvoir alléger un tout petit peu la pression au niveau du capital. Donc, ce sont des actions intrinsèques. Je pense qu'il faut commencer par là. Deuxièmement, le problème des banques aujourd'hui, c'est particulièrement, il y a deux types de problèmes. Il y a plusieurs, mais il y a deux principaux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de qualité de portefeuille. Le deuxième problème, c'est un problème de ressources humaines et d'organisation. Et ce que je dis, c'est qu'on peut initier n'importe quelle action corrective si on ne s'adresse pas aux vrais problèmes de la banque, comme une condition sine qua non. Je ne dis pas qu'il faut le faire d'une manière séquentielle, mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, tôt ou tard, on va retomber dans le même problème. Et il y a bien sûr un troisième problème pour les banques publiques que vous connaissez tous, c'est ce lien organique entre le gouvernement et les banques. Il n'est pas normal, je vais commencer par le troisième, il n'est pas normal aujourd'hui que dans un système bancaire qui est réputé être homogène, toutes les banques sont en train aujourd'hui d'opérer c'est-à-dire dans un marché qui est un marché concurrentiel. Il n'est pas normal que les banques publiques soient assujetties à deux lois et toutes les autres banques sont assujetties à une loi. Toutes les banques sont assujetties à la loi bancaire, n'est-ce pas? Mais les banques publiques sont aussi assujetties aux lois qui régissent le secteur public. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec des présidents de banques qui touchent 50 000 dinars par mois et d'autres qui touchent 3 000 dinars par mois. Alors, en parlant de motivation, vous voyez bien que si on ne motive pas justement le management qui va prendre en charge la restructuration des banques, on ne va pas aller très loin. Et comment se fait-il que les banques publiques qui opèrent dans un secteur qui est réputé être concurrentiel puissent être assujetties à la convention collective, alors que d'autres banques, je parle surtout des cadres supérieurs, sont beaucoup plus libres à rémunérer leurs cadres comme elles le souhaitent, c'est-à-dire selon leurs résultats, selon leurs performances. Selon le marché. Exactement. Donc ça, c'est un vrai problème. Et si on ne résout pas et ce n'est pas un problème très difficile à résoudre, théoriquement, mais pratiquement, c'est un problème qui est assez difficile à résoudre. Mais il faut le résoudre. On a pris beaucoup de retard. D'accord? Pour ce qui est du portefeuille maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, les banques ont au sein de leur portefeuille des actifs sinistrés. C'est clair. On les a identifiés, on les connaît. Alors, de deux choses l'une. Soit que les actifs sinistrés, on les laisse dans les banques, et les banques continueraient à être malades, parce que c'est comme un virus. Donc, il faut une opération chirurgicale. D'où l'intérêt de la structure de défaisance. Le problème, c'est que quand on présente des structures aussi complexes à notre Parlement, et quand c'est des parlementaires qui doivent décider de choses qui sont absolument essentielles et qui ne peuvent pas attendre, moi ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait éduquer nos députés pour qu'ils puissent prendre des décisions et des décisions rapidement. La même chose pour le PPP et la même chose pour les autres structures qui ont été proposées. Et je vous le dis en toute honnêteté, parce que si celui qui a l'autorité suprême ne comprend pas des choses qui sont vraiment basiques, pour ceux qui comprennent la finance, eh bien, il y a un problème. Le blocage est aujourd'hui et il restera toujours. Donc, avoir le courage de dire des choses comme elles sont, je crois que c'est important. Un problème bien posé est à moitié résolu. Mais dans ce cas, il ne sera peut-être pas résolu à moitié. Voilà, donc je vous dis les choses comme elles sont. Alors, ceci dit, les banques ont d'autres moyens. La loi bancaire prévoit ce qu'on appelle des émissions ou plutôt des fonds propres complémentaires. C'est-à-dire les banques, pour répondre à votre question, sont autorisées à faire des émissions
de dette subordonnée qu'on appelle Tier 2. Bon, c'est un peu technique, mais c'est principalement des dettes subordonnées que les banques peuvent émettre. La Banque centrale considère ces fonds propres complémentaires comme faisant partie de l'assiette globale des fonds propres des banques. C'est du quasi-capital, exactement. Donc, pourquoi ne pas étudier? Ce n'est pas applicable dans tous les cas. Ce n'est pas la peine que je donne les noms des banques. Il y a pour certaines banques, c'est possible de faire. Pourquoi ne pas aller sur le marché et faire ces émissions pour conforter les fonds propres complémentaires avant de toucher l'espace budgétaire ou l'espace fiscal. Et de toutes les manières, monsieur le ministre, quand vous dites que la loi est passée mais qu'il faut avoir une autorisation préalable, franchement, pour moi, la loi n'est pas passée. Absolument. Ben, je pense que c'est... Voilà. Maintenant, je suis tout à fait sensible au fait que nos députés soient très soucieux de s'assurer que les deniers publics soient utilisés comme il faut, et encore plus soucieux que cet argent soit utilisé à bon escient. Ça, je le comprends. Je le respecte. Mais aussi faut-il que le processus soit un processus qui soit prompt. C'est vraiment ça la différence. Okay. Alors, ce que je disais, c'est que donc on a épuisé ce que les banques peuvent faire, mais évidemment, la problématique du portefeuille reste. Donc il y a deux niveaux. Il faut séparer ou il faut isoler les actifs malades. On les met dans une structure à part. On n'est pas en train de réinventer la roue. Ça a été fait dans beaucoup de pays, et des pays très développés. Ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en Belgique pour Fortis, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait partout. Voilà. Donc, ce n'est pas une proposition ou une innovation tunisienne. Donc, aussi faut-il apprendre de ceux qui ont réussi à résoudre ces problèmes-là. Maintenant, c'est vrai. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on crée cette structure, quelqu'un pourrait dire ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de socialiser les déficits et privatiser les bénéfices, en quelque sorte. Et c'est vrai. Mais regardons les choses, c'est-à-dire d'une manière honnête. Qu'est-ce qui a causé les problèmes? N'est-ce pas le gouvernement lui-même, en étant trop impliqué dans la gestion de ces banques pendant de longues années, en leur donnant des instructions de donner des crédits, etc., contre toute logique et contre l'orthodoxie bancaire. Et c'est donc le gouvernement, et je ne parle pas du gouvernement actuel, je parle des gouvernements passés, mais le gouvernement, c'est le gouvernement, il y a une continuité. C'est le gouvernement qui doit payer. Et le gouvernement, c'est qui? Eh bien, c'est le contribuable. Et voilà des erreurs politiques qu'on a fait pendant de très 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 longues années. Tôt ou tard, de toutes les manières, quelqu'un doit payer. Il n'y a pas d'échappatoire. Ce qu'il faut, c'est avoir le courage, pour une fois, de dire ça y est, nous avons identifié le problème, nous allons le résoudre, il faut qu'on passe à l'action. Ça fait maintenant 4 ans, dans cette même salle, qu'on a parlé de réforme de système financier, qu'on a parlé de la nécessité de créer le marché des capitaux et le marché de taux, qu'on a parlé de la nécessité de restructurer les comptes publics. Ça fait exactement 4 ans, dans cette même salle. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qui a été fait? Zéro. Qui est responsable de ça? Et qui va payer? C'est la Tunisie, ce sont nos enfants. C'est très sérieux. Très bien, alors passons. Ce n'est pas fini. Même si on arrive à résoudre mécaniquement la problématique du portefeuille, qu'on isole les actifs malades, qu'on les mette dans des structures de défaisance, si c'est accepté par l'AFP, etc., on n'a pas résolu le problème. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ce portefeuille, en grande partie, ce sont les entreprises publiques. Donc si on ne résout pas la problématique de l'exposition des banques vis-à-vis du secteur public, on n'a rien fait. Qui va financer toutes les entreprises publiques? Comment pouvez-vous résoudre un problème sans résoudre, voilà, sans aller à la source du problème? Et la source du problème, ce sont en grande partie les entreprises publiques qui, elles aussi, ont des déficits structurels qui durent depuis très longtemps. On les estime aujourd'hui à 5 milliards de dinars, peut-être même plus. Donc la facture, c'est pas 1,3 milliard. Et comme l'a dit M. le ministre, moi je ne suis pas d'accord avec les 1,3 milliard. Les 1,3 milliard, c'est Araf Iman. C'est le minimum pour un peu.
Et d'ailleurs, vous devez savoir, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, la Tunisie va être bientôt classée parmi les derniers pays en Afrique à ne pas respecter la réglementation de Bâle. Alors que les banques marocaines aujourd'hui, quelques banques marocaines que je connais, passent à Bâle 3, certaines de nos banques ne passent même pas Bâle 1. N'est-ce pas sérieux? Donc, c'est clair que le problème n'est pas... On ne peut pas limiter le périmètre aux banques. Il faut résoudre le tout, parce qu'autrement, la maladie reviendrait. C'est une maladie contagieuse. Donc, la vraie question, ce n'est pas tellement comment financer les réformes, mais comment financer toutes les réformes. C'est-à-dire qu'il faut restructurer les entreprises publiques pour ne pas retomber, couper complètement le cordon ombilical entre les banques publiques et le gouvernement et le ministère des Finances. J'étais ministre des Finances. Ce week-end, je vais passer des interviews pour des administrateurs indépendants. C'est très bien, c'est un bon début, c'est très faible. Et je ne dis même pas qu'il faut privatiser. Ce que je dis, c'est que le gouvernement peut garder une participation dans le capital, il a tout à fait le droit, on n'a pas besoin de privatiser. Mais on a par contre besoin de laisser toute l'autonomie de gestion financière aux banques. Bon, je sais que j'espère que... Mais il y a 2 ou 3 points que j'aimerais souligner à la fin. La première, c'est que la restructuration des banques, ce n'est pas seulement leur recapitalisation. Ça, ce n'est que... C'est très important, évidemment. Mais ce n'est que le début. Les banques doivent être restructurées à l'intérieur, c'est ce que je disais au début de mon intervention. Premièrement, la gouvernance. Deuxièmement, les ressources humaines. Troisièmement, le re-engineering des procédures. Quatrièmement, une meilleure gestion des risques. Et cinquièmement, une meilleure technologie. Voilà le secret. Voilà. Et si on ne commence pas à travailler sérieusement sur ces 5 piliers, les banques resteraient... Bon, peut-être qu'on va les sauver, mais ça va être une... Ils vont rester à la clinique. Hein. Ils ne vont pas sortir. Donc, il faut qu'on travaille sur ces 5 piliers, pour chaque banque. Et ce n'est qu'une fois qu'on a travaillé sur ces 5 piliers que les banques publiques, la STB par exemple, mais c'est la mère des banques. Mais vous vous rendez compte ce que c'est que la STB? La STB et le rôle qu'elle a joué après l'indépendance de notre pays. La STB qui a soutenu toute l'économie tunisienne, elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. C'est inacceptable. Je ne peux pas l'accepter. Il faut que la STB, il faut qu'on lui redonne vie. La BNA, c'est moins, disons moins grave, mais il y a des problèmes structurels aussi. Mais la STB, il faut qu'elle redevienne encore une fois la mère des banques. Et une fois qu'on aurait restructuré nos banques, une fois qu'on les aurait alignés un tout petit peu sur ce qu'on considère comme étant des standards acceptables, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de est-ce qu'on va privatiser, vendre ou ne pas vendre, l'État reste ou ne reste pas. Tout ça, c'est ouvert. De toutes les manières, toutes les solutions pourraient être bonnes. Mais il y a des préalables. Pour répondre à votre question sur une question, effectivement, j'ai lu ça dans le livre sur les dépôts qu'on peut attirer de la diaspora. Ça n'a rien à voir avec... c'est une source de financement. Mais comment est-ce qu'on peut profiter ou comment est-ce qu'on peut développer cette source? Parce que ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des transferts plus ou moins constants qui viennent de la diaspora tunisienne en Europe. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut faire plus? Et la réponse est oui. On peut faire plus, on peut faire beaucoup plus. Et je vais vous donner la solution. Parce que je pense à cette chose. Et je ne vais pas l'inventer. La solution a été faite en Inde et au Pakistan et aux Philippines. Ce qu'on appelle les RRA. C'est un mécanisme de swap, ce qu'on appelle cross-currency swap, qui permettrait, parce que ce qui est sûr, et les statistiques l'ont montré, c'est que les dépôts qui sont détenus par les travailleurs tunisiens à l'étranger dépassent de très loin les dépôts qu'ils ont en Tunisie. Et la raison pour laquelle
ces dépôts ne sont pas aussi importants en Tunisie, c'est parce qu'ils craignent la dépréciation du dinar. C'est quelque chose qu'on a évoqué, que le panel qui nous a précédé a évoqué tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut, mais il faut toute une étude, c'est qu'il faudrait que nous puissions mettre en place un mécanisme qui s'applique au dépôt des PRE pour rapatrier une partie de ces dépôts qui sont détenus en devise en leur assurant donc le cours de change du dinar. Et je peux vous assurer que ça peut avoir un impact très très important qui pourrait être utilisé de toutes les manières, ça va rentrer dans les réserves du pays. Mais que l'on fasse ça spécifiquement pour les banques, non. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est que si les banques décident de faire des émissions de dettes subordonnées telles que je l'ai écrit tout à l'heure, on pourrait allouer une partie de cette dette subordonnée, de ces securities qu'on va émettre sur le marché à nos travailleurs à l'étranger. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Peut-être un peu long, mais très pertinent. On va voir maintenant un mode de financement ou une ressource pour le financement de réformes tout à fait particulière, très spéciale, mais très intéressante. Une ressource basée qui n'est ni emprunt, ni fonds propres, ni subvention, ni dons, ni aide, ni quoi que ce soit. C'est de l'argent qui vient alimenter notre budget sans qu'il revête l'une des formes que je viens de citer. C'est peut-être une indemnisation. L'expérience, c'est M. Abdallah Dardari qui m'en a parlé ce matin, l'expérience libanaise. Mais permettez-moi de lui traduire la question. Souheli Oustad Abdallah, c'est clair? Eh bien c'est bon, parce que vous m'avez dit que vous voulez parler en arabe ou en anglais. Très bien. Donc la question, c'est cette indemnisation servie par la communauté internationale à un pays considéré ou censé être victime d'un voisinage quelconque de notre pays. Merci. D'abord, je dois m'excuser parce que mon français est trop limité. J'ai étudié la langue de Voltaire ici à Tunis en 1982 pour 6 mois seulement à Bourguiba-Bascou. Je suis fier de cette expérience. Je m'excuse, Monsieur le Premier ministre, parce que je vais faire beaucoup des fautes, des erreurs, et excusez-moi avant de commencer. Et comme je travaille pour une commission régionale des Nations Unies, je vais parler un petit peu de la situation régionale et l'impact sur la Tunisie. Nous estimons que les coûts de la crise, de conflit en Libye sur l'économie tunisienne est à peu près 2 points de PIB chaque année pendant les 3 années dernières. Ça veut dire à peu près 5 à 6 milliards de dollars. Et nous avons la même estimation de l'impact de la crise syrienne sur l'économie libanaise et sur l'économie jordanienne. Et on a travaillé avec la Banque mondiale pour établir un trust fund pour le Liban. Le Liban a reçu jusqu'à maintenant 1 milliard de dollars de cette trust fund pour financer les coûts extra à cause de la situation en Syrie. Je suis franchement un peu étonné que la Tunisie, jusqu'à maintenant, n'a pas eu une politique claire sur cette situation, sur cette question. La communauté internationale n'a pas fait leur devoir pour aider la Tunisie, mais les gouvernements tunisiens successifs depuis la révolution aussi, ils n'ont pas fait une stratégie nationale très claire. Qu'est-ce qu'ils sont les impacts de crise libyenne sur l'économie tunisienne? Tout ce que je vois dans les journaux et les centres de recherche en Tunisie, c'est l'impact des 1 million de Libyens qui vivent en Tunisie. C'est le moindre des impacts. L'impact sur l'environnement d'investissement en Tunisie à cause de la crise libyenne,
pour moi et pour mes collègues aux Nations Unies, c'est plus grand que la présence libyenne en Tunisie. Mais ce n'est pas estimé en détail. Et nous proposons au gouvernement de la Tunisie de travailler ensemble et avec la Banque mondiale, comme on a fait au Liban et en Jordanie, pour cette estimation détaillée, premièrement. Deuxièmement, la Jordanie, par exemple, ont reçu 4 milliards de dollars comme compensation et comme aide internationale comme résultat de la crise syrienne. Si la Jordanie, avec un PIB de 36 milliards de dollars, reçoit 4 milliards de dollars de la communauté internationale, la Tunisie doit recevoir au moins ce chiffre comme compensation. Deuxièmement, l'impact de la crise libyenne sur l'économie tunisienne, c'est pas moindre que l'impact de la crise syrienne sur l'économie de la Jordanie ou le Liban. Même l'Égypte maintenant a un projet pour estimer l'impact de la crise syrienne sur l'Égypte pour attirer de l'argent de la communauté internationale. Alors, nous serons prêts et nous avons déjà proposé au gouvernement pour travailler ensemble, et déjà avec son Excellence Hakim Ben Hamouda, on a signé un accord, Framework Agreement, pour faire des études dans cette sens, et je suis sûr que la Tunisie mérite une conférence des donateurs pour étudier une telle étude très détaillée. Mais cette étude doit être une partie du plan national. On ne peut pas séparer le plan national qui est en train de se préparer en Tunisie de cette question. Nous estimons que le lien entre la Libye et la Tunisie, c'est à peu près 2 percentage points de PIB, 2% de PIB. Ça veut dire, si la Tunisie applique toutes les réformes qu'on parle aujourd'hui, l'impact de la Libye restera 2% de PIB. Et si la guerre en Libye arrête et il y a une augmentation économique en Libye, même s'il n'y a pas aucune réforme en Tunisie, la Tunisie va gagner 2 points de la croissance à cause de la Libye. Alors, ce lien est très important. Il faut étudier cette question. Il faut l'étudier comme partie de plan national. Il faut avoir la volonté politique pour discuter avec la communauté internationale dans une position très claire et très détaillée. C'est tout ce que je peux dire à ce moment-là. J'espère que nous pourrons parler avec le gouvernement pour détailler cette proposition dans l'avenir. Merci. Monsieur, je vais m'adresser. Je vais m'adresser à Monsieur Rizé. Monsieur Rizé. Monsieur Derden, il était là en 82 et il vient de nous promettre 4 milliards de dinars. Il y a un engagement de sa part pour qu'on puisse alimenter nos caisses de 4 milliards de dinars. Votre dernière visite en Tunisie remonte à l'année 70, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Donc on doit espérer 40 milliards de dinars de votre part, avec une absence, une longue absence que celle-ci. Très bien. Donc, alors, vous allez nous parler, bon, mais mettez-vous à l'aise, vous voulez parler en anglais parce que je sais que vous souhaiterez faire cette présentation en anglais, c'est ça? Oui. Non, je fais aussi que vous me permettez de parler FAF. Ça veut dire français avec la faute. Ah, français avec faute. Allez-y, c'est bon. Donc, vive la francophonie. Vous voulez que je donne ici... Moi, je vous donne FABF. Français avec beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Oui. Merci. Allez-y.
Alors, d'abord, pour adresser la question et la réforme. Mais je voudrais bien aussi adresser les points qui sont faits. Je pense que le point qui est fait par M. Abdallah, c'est un très bon point. Mais j'ai l'expérience, j'étais pour 9 ans dans un gouvernement dans Hollande, et là j'ai vu que ce passera avec la Russie. C'était l'Union soviétique, et ça va bien avec le français. L'Union soviétique et beaucoup de problèmes quand ça rompera, et aussi qu'il y a beaucoup de besoins pour de l'aide. Et tous les pays ont dit c'est très bon que la Russie maintenant c'est un pays démocratique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien, presque rien. Et alors quand les problèmes sont là, comme dans une guerre, naturellement, les Européens et les Américains veulent aider. Mais avant, c'est très difficile. Et là, j'étais très, dans ma mémoire, j'ai fait la correction avec ce que vous avez dit. Parce que nous, les ministres de l'Éducation, et je parle de nous parce que nous avons discuté ça beaucoup avec, entre nous, dans l'Union européenne, nous étions beaucoup jaloux de notre ministre de Finances. Leur travail, c'était ça simple. Refinancer la banque, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de professeurs qui veulent aller en grève. C'est seulement quelque chose qu'on peut faire. Et là, j'étais un peu surpris. De ma pays. Mais quand... Ah ben non. Je parle franchement. Je suis un ami de la Tunisie, mais aussi je suis franchement, quand je sais, ce n'est pas un problème de refinancement, ce n'est pas un problème d'avoir une propre gouvernance. Ça s'appelle privatisation. Et privatisation, à mon avis, je suis social-démocrate. Et toujours j'ai dit qu'il n'y a pas aucune raison pour le public d'être le gérisson, la gouvernance d'une banque. La banque, ce doit être quelque chose qui doit à distance du gouvernement. Parce que bon, c'est tout, dans l'environ, c'est un problème. C'est le problème que vous avez tout vu. Et ça fait que les personnes tunisiennes doivent payer pour le problème. Oui. Et la privatisation, sans nécessairement donner tout l'equity, tout le capital à l'étranger, c'est naturellement la solution. Et peut-être ça attire de l'argent tunisien. On doit un peu réfléchir si on fait ça pour tous les chiffres, pour tout l'argent. Parce que ça veut dire aussi que ça réduit des investissements dans des autres secteurs. Et là, j'ai pensé que la solution est très simple. Et ce n'est pas idéologique. On peut aussi avoir une banque privée islamique, pas de problème. On peut avoir tout un banque privée. Et aussi, ce sera possible que la majorité de l'equity, c'est dans le gouvernement. Et, alors, en même temps, on peut la gérer et on peut, dans tous les pays de l'Europe, on a une loi dans laquelle c'est arrangé ce que la banque veut faire. Alors, le rôle public de la banque est assuré dans la loi. Et alors, c'est pour moi une no-brainer. Alors, je vais maintenant changer
éducation for economic growth, pour la croissance économique. Et c'est pour moi une chose pour partager avec vous mes expériences dans la Banque mondiale et aussi, ça va, oui. Et je voudrais là faire la ligne avec aussi ce qu'a dit le ministre de Développement. Et il a fini pour dire qu'au long terme, j'aime beaucoup votre proposition, mais au long terme, la Tunisie à sa main doit résoudre le problème lui-même. Pour moi, j'allais au ministre des Finances et j'ai dit, pour la réforme chez Israël de l'argent, il a toujours dit peut-être, mais d'abord je voudrais voir ce que tu peux faire vous-même. Alors, c'est pour moi une expérience intéressante avec deux choses que, à mon avis, sont des choses qui sont liées avec les idées du ministre. La Tunisie doit le faire lui-même et aussi en même temps, ça doit être quelque chose dans lequel les investissements s'accroître et en particulier les investissements de l'autre pays. Et là, j'ai de la presse et des publications, j'avais l'idée que la contribution pour les investissements sera dans la région de 10 milliards de dinars. Georgia, Mrs. Georgia, c'est propre, 10 milliards de dinars, c'est beaucoup, hein? Non, je pense que... Alors, je pensais que c'est beaucoup. Alors, est-ce que c'est possible que l'éducation peut aussi contribuer à ce point? Et peut-être pour beaucoup de gens de l'industrie et aussi beaucoup des économistes, c'est l'idée l'éducation, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et au long terme, peut-être l'idée doit changer. C'est l'éducation qui amène l'argent. Et le deuxième point, c'est quelque chose qui est particulier tunisien. Votre emploi pour des jeunes, ce n'est pas ce qu'on peut avoir. Et aussi là, l'éducation a un grand rôle, comme M. Raffarin sait très bien de la comparaison entre l'emploi jeune en France en comparaison avec ceux de l'Allemagne. Alors, premier, j'ai quelque chose à réfléchir, dans laquelle je n'ai pas vu des choses dans votre mémoranda sur l'éducation en Tunisie, que les institutions sont très importantes pour la Tunisie. Vous avez discuté ça, c'est aussi dans le papier blanc, mais là, l'éducation joue un très grand rôle. C'est le rôle culturel, c'est le rôle d'intégrité, c'est le rôle aussi de travailler avec les autres. Et mais en même temps, l'éducation, c'est le grand contributeur pour l'innovation. Et ce n'est pas l'éducation comme être dans l'école, mais c'est l'éducation d'apprendre des compétences. Alors, comment j'ai fait la 75 changements dans l'éducation dans l'Hollande. C'était une période dans laquelle toutes les choses sont changées. La seule chose qui n'est pas changée, c'est moi. C'est drôle parce que ce n'est pas normal qu'une personne qui a de grands changements dans le gouvernement et aussi la démonstration, naturellement la grève
la discussion toujours sur la télévision, avec les entreprises, avec les gens de tout le... Et toujours avec l'idée, changer l'éducation, c'est difficile et aussi c'est dangereux. Parce que beaucoup de gens ont cette idée, ce que nous avons à ce moment, c'est problème. Et alors peut-être ça peut s'améliorer, mais la grande chose, ce n'est pas l'idée. Et alors c'est toujours nécessaire d'avoir un débat national, et ce débat, nous avons eu avec beaucoup de gens de société, aussi des entrepreneurs. Et là, ça se déroule dans une policy memorandum, et alors après on a la traduction, et là il y avait une discussion avec small steps for small changes, des petits pas pour des petits changements. Mustafa Nabli a parlé sur ça, et où il y a l'expérience que le changement au niveau universitaire, c'était un grand changement. Et c'est aussi très difficile pour le faire dans de petits pas. Et là, nous avons eu un débat depuis presque 5 années. Alors, ça n'est pas possible presque pour la Tunisie pour s'engager dans un débat dans lequel on sait qu'on ne peut pas le finir dans cette période. Alors c'est difficile. L'autre, Mustafa, c'était la révision de soutien pour les étudiants. Et ça, c'est quelque chose avec des petits pas, mais dans la propre direction. C'était une ligne droite. Aussi, une révision de soutien pour les étudiants, c'est toujours quelque chose de très difficile parce que les étudiants ont temps et sont énergiques et sont dans la rue. Et la population n'aime pas ça. Et alors c'est aussi quelque chose dans lequel on perd le soutien pour la partie. Et là, nous avons discuté ici ce matin que c'est propre pour avoir un changement au début d'une période politique. Alors, ça se confronte avec l'idée qu'on doit avoir un débat, parce que là, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à la fin de la période. Nous avons eu un grand changement dans l'Hollande, dans lequel je suis encore très heureux, aussi avec le changement universitaire. Nous sommes très heureux. C'était dans les années 90, 91, 12, et maintenant, toutes les universités hollandaises, ce sont 13 universités, sont toutes par du top 100. C'est le seul pays qui a toutes les universités là, et aussi qu'on voit ça en relation avec la population, c'est une place très élevée. Et peut-être on ne peut pas un à un faire la comparaison, mais on peut le voir. Aussi, le dual secondary education system, ça veut dire que les étudiants dans le domaine secondaire travaillent ou apprennent aussi par de leur étude dans l'industrie, dans les industries privées ou publiques. Et là, j'ai fait la réforme avec les entrepreneurs, avec aussi les syndicats, mais c'était entre un petit comité. Et là, il y a beaucoup de possibilités, à mon avis, aussi pour la Tunisie. Et je fais. Et alors, il y a quelque chose international qui s'appelle le Middle Income Trap.
j'ai demandé pour la traduction, mais on ne fait pas. Mustafa. Intervenir. Alors, beaucoup de pays sont dans cette région. Je pense qu'on peut aussi dire que c'est le problème de la Tunisie. On est dans une cour qui est confortable. Beaucoup de gens, ils mangent, c'est bon. Mais en même temps, on ne s'engage pas dans la réforme. Et à mon avis, c'est intéressant que ceux pays qui ont eu la possibilité de gagner au dehors de cette trappe, ce sont tous les pays où les réformes n'étaient pas bancaires, n'étaient pas dans le marché du travail, mais étaient dans l'éducation. C'est intéressant, j'étais ici dans 70, 71, j'étais ici. J'étais aussi dans la même année dans le Corée. Le Tunisie était plus riche que le Corée. Mais le Corée avait un document. Et c'est le document, le Corée, dans l'année 2000. Et dans ce document, on a dit, nous voulons chercher pour un futur avec propre éducation, un futur de la science et un futur de la culture. Pas d'économique, c'était toujours trouver dans l'éducation, science et culture la nouvelle route. Et ils sont échappés du trap. Et là, à mon avis, il y a, à mon avis, beaucoup de pays qui aussi chercheront pour cette possibilité. Et là aussi, à mon avis, la possibilité d'avoir plus de foreign direct investment, l'investissement de l'Europe en direct. Aussi pour to reduce youth unemployment et aussi plus d'innovation. Et un de ces exemples, dans lequel nous avons travaillé avec le World Bank et aussi le Banque mondiale et aussi avec le gouvernement d'Éthiopie. Et c'était un soutien substantiel pour les universités de changer, mais en combination avec foreign direct investment. Parce qu'on doit réfléchir. Il y a une usine, Unilever, un groupe qui veut s'installer. Où sont-ils? Où ils veulent aller? Et je sais que Unilever ou DSM ou d'autres usines, qu'est-ce qu'ils disent? Ils cherchent toujours pour les propres personnes qui sont bien évoluées. Alors, on peut faire cette combination entre la recherche et aussi entre l'éducation universitaire. L'Irlande a développé beaucoup avec cette stratégie. Alors, en même temps, to changer le système universitaire et aussi arm's length, distance de l'université est le seul à payer pour ce qu'ils amènent pour la société. Ce n'est pas simple. Et c'est aussi toujours quelque chose qui a discuté, mais c'est un système qui travaille dans l'Hollande et aussi dans le Danemark et des autres pays. L'essentiel dans toutes les choses ici est de travailler ensemble entre le ministre de l'Éducation et le ministre de l'économie. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est aimé par les instituteurs, par les professeurs. Et
alors, ce changement était beaucoup discuté. Le deuxième exemple, c'est le dual secondary education, l'éducation secondaire. À mon avis, c'est clair que les pays qui ont 60% des étudiants dans un système de l'éducation qui n'ont pas à être dans les firmes, dans les usines, dans le secteur privé ou public, mais dans le travail, a un emploi pour les jeunes qui est plus élevé que les autres pays. C'est toujours maintenant aussi dans l'Union européenne une grande discussion pour faire ça un système européen. Alors, on doit avoir toujours aussi des opportunités pour ces personnes pour entrer dans l'éducation supérieure. Alors, la conclusion. Je pense que la Tunisie, de toutes les choses que j'ai vues, la Tunisie, c'est aussi un membre de PISA, et là, on voit beaucoup de possibilités, mais aussi des problèmes dans la Tunisie. Mais une réforme de l'éducation, c'est très nécessaire. Alors, financement, c'est aussi nécessaire. Et je pouvais voir que maintenant, dans le grève des instituteurs, des professeurs, on peut faire ça une idée pour négocier peut-être plus de décentralisation, peut-être plus aussi des financements sur l'output et peut-être ça en agrément avec aussi de l'argent. Et toujours pour le ministre de l'Éducation, pour la réforme, l'argent c'est plus simple pour trouver avec le ministre de l'économie. Shukran. Merci, Monsieur le ministre. Je rappelle, M. Ritz est ancien ministre de l'Éducation, ancien vice-président de la Banque mondiale. Actuellement, c'est un consultant international. Merci de nous avoir mis sur la piste de réforme de l'éducation pour faire de ce créneau, selon la terminologie comptable de comptabilité analytique, un centre de coût, un centre de profit et non pas un centre de coût. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, je considère qu'on est bien placé aujourd'hui pour faire de l'éducation un centre de profit, pour faire de l'éducation un centre un moyen, une source de financement. Ça a été le cas les années 90-95. Nous avons beaucoup d'étudiants étrangers en Tunisie. Malheureusement, le nombre a beaucoup baissé. Et c'est un véritable centre de profit dans la mesure où, selon une étude qu'on vient d'achever, un étudiant étranger, c'est l'équivalent de 50 touristes. Et un étudiant tunisien qui est à l'étranger, c'est l'équivalent de 80 touristes. Donc, à la limite, on peut réduire de moitié les recettes touristiques avec tous les problèmes que pose ce secteur-là en développant l'enseignement privé, à condition que cet enseignement soit à un niveau qui puisse rivaliser et concurrencer les universités internationales, bien entendu, les universités étrangères. Bref, je ne vais pas accaparer la parole. On a été privé de la pause, on ne va pas être privé non plus de cocktail. On va voir s'il y aura des questions dans la salle. Juste 3 questions, si vous permettez, rapidement, parce que on doit écouter le discours de M. Raffarin également. 3 questions de la salle. C'est Jafar? Donc, une seule question. C'est Mounir. Et la 3e question, pour que je puisse fermer la liste, c'est Walid.
Pose n'importe quoi. Tout ça suffit. Ce ne sera pas une question, mais il faudrait bien qu'on termine sur une touche positive. Il ne faut pas que le commun des mortels croit qu'il faut qu'on verse 1,3 milliard de dinars pour recapitaliser les banques et d'un coup. La recapitalisation, elle se calcule, et puis il y a des règlements peut-être qui peuvent assouplir. Les banques étrangères qui se sont installées en Tunisie il y a quelques années, quand même, ont eu droit à quelques assouplissements de la Banque centrale de Tunisie concernant ce ratio de solvabilité sur lequel vous avez établi vos calculs. Et vous étiez monté jusqu'à 1,5 milliard. Bon, donc il y a, à part ce que a dit M. Jaloul Ayed, donc sur les diverses possibilités par une banque de se recapitaliser par elle-même, il y aurait des facilitations, des dérogations qui pourraient se faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, comme il a été fait au préalable. Donc, gardons espoir, et la Banque nationale agricole n'a pas dit son dernier mot sur la question. Donc, j'espère vous faire part de développement futur dans le mois à venir sur la façon de faire en interne par la banque pour éviter d'aller solliciter le budget d'État pour se recapitaliser. Si Jacques, la Banque nationale d'habitat fait l'exception à travers le Trésor, les bijoux de la famille qu'elle a à son actif. Personne ne peut dire l'inverse. Mais si vous me parlez de l'STB, je vous dis qu'il y a un besoin éminent aujourd'hui, avec des fonds propres négatifs de 120 milliards, avec des actifs pondérés de 7 milliards de dinars. Le ratio Cook impose un niveau de capitalisation de 800, plus les moins 100, ça fait 900. Bon, on va peut-être faire un raisonnement par l'absurde. Si la BNA arrive à se recapitaliser toute seule, peut-être qu'elle réservera ses bijoux de famille. Non, si, j'ai pas terminé la phrase. Si la BNA va se recapitaliser par elle-même, elle réservera peut-être ses bijoux de famille pour porter assistance à la mère des banques. La deuxième question, c'est Mounir ou Bati Mohamed? C'est Mounir, tu vas dire. Mounir Benounia, membre de l'Assemblée nationale constituante. Depuis le matin, il y a quelques intervenants qui disaient que l'Assemblée nationale constituante était responsable de quelques retards dans le changement ou bien Alors, je dis pour une première remarque que quelques lois n'ont pas été votées au sein de l'Assemblée nationale constituante faute de transparence. Parce qu'on n'a pas donné les documents suffisants et nécessaires pour adopter des lois. C'est le cas de la restructuration des 3 banques nationales. On nous a donné quelques pages, une dizaine de pages maximum, pour décider du futur de ces 3 banques qui financent la majorité de l'économie nationale. La question qu'il faut poser et répondre par tout le monde, il faut instaurer un dialogue, de la confiance entre tous les acteurs dans le processus des ajustements ou bien de restructuration. C'est primordial. S'il n'y a pas de confiance entre tous les acteurs, on ne peut rien faire dans ce pays. La deuxième chose, c'est l'implication des médias, des journalistes, de tous les acteurs économiques influents dans le processus de transition économique. Ça, c'est très important. Parce qu'on est marre d'entendre, depuis le matin jusqu'à la fin du soir, des dialogues qui n'aboutissent à rien dans ce pays. Alors,
donnez-moi le nombre de plateaux ou bien des émissions aux radios qui parlent des vrais problèmes des Tunisiens. Ça, c'est le deux points le plus important. Merci, M. Mounir. Je crois que notre panel a parlé des vrais problèmes économiques. Président Bouzguedba, c'est Ahmed Farad. Bad c'est Mohamed. Et je clôture le débat. C'est Hakim Si, c'est juste un commentaire, une réaction par rapport à ce qu'a dit c'est Abdallah. Effectivement, les Libyens présents en Tunisie, on parle entre 1 million et 1 500 000 Libyens, et avec 1 million presque de permanents ici en Tunisie, effectivement, ça ne peut pas, on peut pas ignorer cette présence-là. Et une des thématiques de l'ISE pour nos prochains événements, nous avons un événement au mois de juin donc, sur qui s'appelle le Forum de Tunis et qui traite des relations de la Tunisie, des relations économiques avec son environnement. Nous avons traité dans une édition précédente nos relations avec l'Europe. L'année dernière, c'était nos relations avec l'Afrique. Et cette année-là, effectivement, nous avons réservé cette thématique à la relation avec la Libye, d'ailleurs, et nous avons intitulé cette thématique Tunisie-Libye, intégration de facto, parce que nous sommes persuadés que nous sommes pratiquement intégrés. Il n'y a pas une famille libyenne qui ne vient pas pour des soins en Tunisie, pour passer ses vacances en Tunisie, donc c'est pratiquement un passage, un quotidien, et nous allons effectivement traiter de ces répercussions, de cet impact sur nos relations économiques. Voilà. Merci, c'est Ahmed. C'est le Forum de Tunis, c'est ça? J'avais envie de te poser la question, laquelle des deux Libyes? On va le savoir à l'occasion du forum. C'est Mohamed. Oui, merci. Je voulais justement dire un mot sur cette histoire de portefeuille sinistré. Je pense que la Tunisie a connu cette histoire de portefeuille sinistré fin des années 80, peut-être début des années 90, avec justement l'UIB. L'UIB, c'était une banque publique, et d'ailleurs, c'est ce qui a permis à la Société Générale justement d'avoir une part du capital de l'UIB. Alors le portefeuille de l'UIB, c'était à peu près, il équivalait, je pense, à 23 fois son capital. Alors la solution, c'était de scinder ce portefeuille en trois. Le portefeuille simple, le portefeuille où l'État a mis en jeu sa garantie, et puis le portefeuille qui était pratiquement, disons, relativement serein. C'est comme ça que l'UIB a pu être sauvé justement par cette histoire de portefeuille sinistré. Merci. Donc la parole est à Abdallah, c'est Hakim. Concernant cette question de Tunis Forum, nous sommes à ce moment, on a commencé à préparer, développer un modèle CGI pour la Tunisie, dans un modèle global, Mirage, qui peut nous permettre de comprendre les liens et les relations entre la Tunisie et les pays, les partenaires économiques de la Tunisie, et pour offrir des choix de la politique commerciale et économique vis-à-vis chaque de ces pays, surtout la Libye. Alors nous serons prêts peut-être en juin, si le forum sera en juin, nous serons prêts à présenter pour ce forum les résultats de ce modèle. Très bien. Alors, juste un commentaire par rapport à... Je reprends celle de mon voisin, si Jalil, par rapport à votre français. Jalil m'avait dit que si Abdallah a un bon français, il a fait la bonne école. Je lui dis oui, c'est évident, c'est de Bourguiba. Parce que vous n'avez pas compris. Très rapidement, vraiment télégraphique. La question qui a été évoquée sur l'impact de la Libye, c'est une question sur laquelle nous on a travaillé et on a voulu absolument, à l'image du Liban et puis à l'image de la Jordanie, mobiliser un peu plus la communauté internationale pour venir, parce que c'est vrai, Abdallah, tu as raison, le problème n'est pas seulement la présence des Libyens, mais c'est des marchés qui ont été fermés, c'est des assurances pour les exportateurs libyens, tunisiens en Libye qu'on ne peut plus faire. Donc il y a un vrai, il y a des secteurs, ce qui nous a amené, en fait, dans la loi de finances de 2015, à offrir la part pour les sociétés exportatrices la possibilité de vendre sur le marché interne un certain nombre de leurs produits. On a été confronté, je pense qu'il faut impérativement poursuivre dans cet effort, on a été confronté à un vrai problème qui est
c'est que l'absence, je dirais, d'une partie humanitaire dans cette présence libyenne en Tunisie, qui a été essentielle dans la mobilisation des bailleurs de fonds, parce que l'essentiel, ou une grande partie de ce qui a été donné à la Jordanie et au Liban, sont plutôt des appuis humanitaires, ce qui n'est pas le cas de la Tunisie, mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est une question sur laquelle il faut poursuivre le travail. Deuxième point qui est très rapidement et très important, je pense qu'on a parlé des réformes bancaires et je suis d'accord avec Sijelo, le ministre, ce n'est pas les réformes les plus difficiles à financer. Les réformes, il y a d'autres réformes qui sont beaucoup plus compliquées, qui sont beaucoup plus difficiles à financer. Les réformes sectorielles, elles le sont moins. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des institutions multilatérales qui, dans leurs priorités, donnent des appuis à des secteurs, l'éducation et d'autres. Les autres réformes qui sont difficiles à financer, c'est la réforme fiscale. La réforme fiscale est une réforme très compliquée. C'est-à-dire, moi j'ai passé 1 an à discuter avec l'UTK et avec le GTT sur l'application de la progressivité de l'impôt sur le revenu après 5 000 dinars. Entre 5 000 dinars et 10 000 dinars, si Rachid, on en a un petit peu parlé, ça coûte à l'État un manque à gagner de 350 millions de dinars. Donc, c'est des réformes qui sont difficiles à financer parce que personne ne te donnera des ressources pour mettre dans ton budget. Donc, c'est véritablement ces réformes-là qui sont essentielles, qui sont importantes pour l'investissement et qui sont difficiles à financer. Un dernier point, on parle aujourd'hui des réformes, on ne parle pas du budget de l'État. On parle du financement des réformes, on ne parle pas du financement du budget de l'État, mais quelque part, le financement du budget de l'État est quand même essentiel pour financer les réformes. Donc c'est véritablement une question qui est très importante et malheureusement, je pense que le financement de notre budget reste un financement très peu diversifié. Très peu diversifié. Moi, c'est la première chose, la première remarque que j'ai faite. Il rappelle plus le schéma de financement d'un PMA, d'un pays moins avancé, c'est-à-dire où finalement les seules sources de financement sont limitées aux recettes internes et à l'appui des institutions multilatérales. Il ne ressemble pas au financement d'un pays intermédiaire, c'est-à-dire où il y a de plus en plus de sorties sur les marchés de capitaux internationaux. Les marchés de capitaux, ce n'est pas un drame. C'est-à-dire, nous, une sortie sur un marché international de capital est devenue dramatique. Et donc, je pense c'est important, c'est essentiel de diversifier les sources de financement de notre budget. Dernière chose, c'est Moustapha aujourd'hui a parlé à juste titre, je pense, de l'administration. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel, véritablement, la transformation, la modernisation de l'administration, et y compris, c'est pas seulement sur la conduite des réformes, y compris sur le financement. Je prends un exemple. Vous avez parlé d'une fenêtre d'opportunité, la baisse du prix du pétrole. Moi, je pense en novembre, c'était pas seulement une fenêtre. En novembre, c'était un porte-fenêtre. Pour dire, aujourd'hui, je pense que c'est une toute petite fenêtre. Pour une raison très très simple, c'est que le dinar continue à baisser et en même temps, la tendance commence progressivement à se renverser. C'est-à-dire, on était en dessous de 50 $, on commence maintenant à repartir vers la hausse. Et tout ça, on voulait, moi personnellement, je voulais depuis le mois de novembre qu'on fasse du hedging pour toute l'année 2015. En se disant, à 50 $, il ne descendra pas en dessous de 50 $. Et depuis novembre jusqu'à fin janvier, je pense que c'est jusqu'à aujourd'hui où on n'a pas réussi à imposer à l'administration en charge de faire le hedging pour fixer le prix de notre pétrole à 50 $ pour toute l'année 2015. Et ça, véritablement, c'est un énorme problème de la part de ceux qui ont en charge l'acquisition du pétrole de notre pays. Et malheureusement, c'est une fenêtre d'opportunité qui est en train de se redresser. Donc, quelques éclaircissements. Et encore une fois, je pense, je reviens pour dire que cet ouvrage est intéressant et à mon avis, comptera, je pense, dans toute la réflexion que nous mènerons et qu'il faut impérativement poursuivre sur
les réformes, l'économie politique des réformes et le financement de réformes. Le changement des politiques publiques, le changement des institutions est essentiel pour retrouver un rythme de croissance assez élevé. Et de ce point de vue, je pense que les réformes doivent être au cœur du débat public et au cœur de l'action publique. En tout cas, merci encore une fois pour l'excellent travail qui a été fait. C'est Ahmed Yatoun. Merci. Merci.